Imaginez un empire où la loi ne se contentait pas de permettre, mais contraignait le roi à s'unir à ses propres sœurs, afin de préserver la pureté divine de la lignée royale. Imaginez maintenant que cette même reine, à peine sortie de ce lit incestueux, jugé sacré, était forcée d'entrer dans une guerre silencieuse et mortelle contre des centaines d'autres épouses. Dans les couloirs somptueux de Persépolis, le véritable pouvoir ne découlait pas de ce titre sacré. Il émanait de la capacité à donner naissance au premier héritier mâle, et surtout à s'assurer qu'il survive à la nuit. Bienvenue dans la Perse antique, un lieu où le harem était un champ de bataille, où le poison était un instrument politique et où la pureté du sang constituait un paradoxe mortel. Aujourd'hui, nous allons révéler l'architecture secrète du contrôle sexuel perse, un mécanisme implacable où l'épouse-sœur était placée en collision frontale avec des épouses secondaires affamées de pouvoir. Ce que les historiens grecs ont documenté comme l'ultime barbarie orientale n'était en réalité que la pratique quotidienne qui scellait le destin du plus vaste empire que le monde ait jamais connu. Ces révélations ne sont que la pointe d'un iceberg que l'histoire officielle a tenté d'immerger. Si vous êtes prête à découvrir ce que les manuels scolaires n'oseront jamais imprimer, je vous invite à rejoindre notre cercle de confidentes. C'est ici que nous explorons la vérité, sans censure. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Laissez un j'aime si ce mystère perse a déjà éveillé votre curiosité. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville de France ou quel pays vous nous écoutez ce soir. Et surtout, quelles autres reines ou impératrices au destin tragique aimeriez-vous voir révélées? Votre enthousiasme est le moteur de cette chaîne, et pour comprendre l'ampleur du drame qui se jouait à Persépolis, nous devons poser le décor. Nous ne parlons pas d'un simple royaume, mais de l'empire achéménide. Fondée vers 550 avant notre ère par Cyrus le Grand, la Perse antique est devenue la première superpuissance mondiale. Son territoire était colossal, s'étendant des confins de la Grèce jusqu'aux vallées de l'Inde, unifiant des dizaines de peuples sous une seule autorité. Cette autorité était absolue, incarnée par le roi des rois. Dans ce système, le monarque n'était pas seulement un dirigeant politique. Il était le garant de l'ordre cosmique, une figure quasi divine. Pour maintenir cet empire gigantesque, la stabilité de la succession n'était pas négociable. C'est cette obsession de la légitimité qui a forgé la structure de pouvoir la plus paradoxale de l'Antiquité. L'empire reposait sur deux piliers contradictoires, une pureté de sang si sacrée qu'elle exigeait l'inceste royal et une nécessité si pressante d'obtenir des héritiers qu'elle justifiait l'existence de harems massifs. C'est à l'intersection de ces deux lois que le drame intime commençait. Cette obsession de la légitimité a créé un échiquier intime dont les pièces maîtresses étaient des femmes. Au centre se trouve le roi des rois, l'axe autour duquel tout pivote. Mais les véritables protagonistes de notre drame sont les deux types d'épouses qu'il était contraint de posséder. D'abord, il y a la figure la plus sacrée et la plus troublante, l'épouse-sœur. Ce n'était pas une option, mais une obligation religieuse. Le roi, tel Cambyse II qui, selon les sources grecques, épousa deux de ses propres sœurs, devait s'unir à son sang pour ne pas contaminer la lignée divine. Son rôle n'était pas l'amour, mais la pureté. Elle était le réceptacle de la divinité, la gardienne du sang. Face à elle, se dresse une armée, le harem. Il ne s'agit pas de quelques favorites, mais de centaines de femmes, sélectionnées pour leur beauté et leur fertilité à travers tout l'empire. Leur rôle était la quantité, la nécessité biologique de produire un héritier mâle. La loi persane créait ainsi une collision inévitable. D'un côté, une reine incestueuse au statut quasi divin, de l'autre, une multitude d'épouses secondaires prêtes à tout pour que leur fils monte sur le trône. Ces deux forces n'étaient pas complémentaires, elles étaient des ennemis mortels. Ces deux forces ennemies étaient enfermées dans un même lieu, le harem. Oubliez les fantasmes de poètes et les peintures orientalistes. Le harem persan n'était pas un simple lieu de plaisir. C'était une institution d'État, une machine bureaucratique conçue pour un seul but, la production et le contrôle absolu de la succession impériale. C'était une véritable cité dans la cité, un monde scellé dont les secrets étaient gardés par la figure la plus cruciale et la plus redoutée du palais, l'eunuque. Les eunuques étaient les yeux et les oreilles du roi des rois.
Ayant un accès total au quartier des femmes, ils étaient les administrateurs, les geôliers et les espions de ce système de surveillance intime. Chaque femme, qu'elle soit une princesse de sang pur ou une concubine capturée aux confins de l'Empire, voyait sa vie entièrement régulée. Les archives, bien que fragmentaires, et les témoignages des Grecs dessinent un tableau clinique de ce contrôle. Les médecins royaux et les eunuques tenaient des registres précis du cycle de chaque femme. Cette surveillance n'avait rien à voir avec leur bien-être. Il s'agissait d'une gestion de stock reproductif. On identifiait les périodes de fertilité maximale pour optimiser les chances de conception lors d'une visite royale. Mais le véritable pouvoir à l'intérieur de ces murs n'appartenait souvent pas au roi lui-même, mais à la reine-mère. C'est elle qui, ayant survécu à ce même champ de bataille pour placer son propre fils sur le trône, devenait la maîtresse absolue des intrigues. Elle commandait les eunuques, gérait le budget colossal du harem et surtout décidait de l'accès au roi. Elle pouvait promouvoir une favorite ou briser une rivale potentielle. Le paradoxe s'installait ici. La loi religieuse, le Svaedvadata, exigeait l'union incestueuse. Des rois comme Cambyse II, en épousant ses sœurs Atossa et Roxane, obéissaient à un impératif divin, maintenir la pureté absolue du sang. En théorie, cette épouse-sœur était la reine incontestée. Mais en pratique, la loi biologique de la succession la mettait en danger. Le roi ne se contentait pas d'elle. Il avait besoin d'un héritier mâle, et il le cherchait partout. Le harem de Xerxès, par exemple, comptait plus de 300 épouses légales, sans compter les concubines. Chacune de ces femmes était un pion dans un jeu dynastique. Le protocole de préparation pour une nuit royale était un rituel de contrôle absolu. Les textes, comme le livre d'Esther qui s'inspire largement des coutumes perses, décrivent des mois de purification, des bains d'huile de myrrhe et d'aromates. Ce n'était pas un soin de beauté, mais une inspection quasi médicale. La femme était examinée, son corps vérifié, pour s'assurer qu'elle était un réceptacle parfait, exempte de la moindre maladie, digne de porter la semence royale. Elle était dépouillée de son identité pour devenir un instrument politique. Cette structure créait ce que le briefing nomme l'architecture du pouvoir sexuel Duplo. D'un côté, la pureté sacrée de l'épouse-sœur, de l'autre, le moteur biologique du harem. Le système ne les faisait pas coexister, il les forçait à s'affronter. Le statut de l'épouse-sœur était une cible. Elle avait le sang, mais n'importe laquelle des 300 autres femmes pouvait avoir le fils. Et dans ce jeu, un seul fils compterait, le premier-né, ou du moins celui qui serait désigné comme héritier. C'est ainsi que l'épouse-sœur, malgré son titre divin, devenait une prisonnière de sa propre pureté. Sa mission n'était pas seulement de concevoir, mais de survivre et de s'assurer que ses rivaux échouent. Le harem devenait un champ de bataille silencieux. Les eunuques n'étaient pas seulement des gardes, ils étaient des agents doubles potentiels, achetés par des factions rivales. Les médecins n'étaient pas seulement des guérisseurs, ils étaient aussi des empoisonneurs experts. La surveillance intime n'était pas que préventive, elle était aussi offensive. On surveillait les grossesses des rivales, non pour les protéger, mais pour trouver une faille. Le moindre signe de faiblesse, la moindre maladie d'un enfant rival était une opportunité. Cette tension était le moteur secret de l'Empire. Les Grecs, comme Hérodote, regardaient ces pratiques. L'inceste royal, le pouvoir des eunuques, les harems massifs, avec horreur, y voyant la preuve de la décadence barbare. Ils ne comprenaient pas. Ce n'était pas de la décadence, c'était un mécanisme de contrôle dynastique impitoyable, une fusion brutale de la domination religieuse et de la nécessité biologique. Nous sommes maintenant au cœur des mécanismes les plus secrets de la Perse. Ce que vous venez d'entendre sur cette surveillance institutionnalisée n'est que la préparation au drame qui va se jouer. Si ces révélations, qui bouleversent l'image idéalisée de l'Orient, vous fascinent, et si vous appréciez cette plongée dans une histoire complexe, loin des clichés, votre soutien est essentiel pour continuer. C'est grâce à vous que Secret de l'alcôve royale peut mettre en lumière ces destins féminins oubliés. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures explorations. Laissez un j'aime pour nous confirmer que ce format d'enquête approfondie vous plaît. Et surtout, partagez vos impressions dans les commentaires. Que pensez-vous de cette architecture du pouvoir? Cette tension entre la pureté du sang
Et la nécessité biologique vous surprend-elle? Votre participation est précieuse. Votre engagement nous permet de continuer à révéler ces vérités. Nous avons établi l'architecture du pouvoir, l'impératif religieux de la pureté et la nécessité biologique du harem. Le véritable point culminant, le moment où ce système de contrôle sexuel révèle sa nature impitoyable, n'est pas l'union incestueuse bénie par les prêtres. Ce n'est pas non plus la première nuit d'une concubine dans le lit royal. Le climax de ce drame est la naissance du premier héritier mâle. C'est l'instant précis où le paradoxe persan explose, où l'épouse-sœur, censée être intouchable, entre dans une lutte à mort. Imaginez l'atmosphère dans les quartiers des femmes, cette cité dans la cité. Le silence n'y est jamais anodin. La nouvelle qu'une épouse, n'importe laquelle, est enceinte, se répand comme une onde de choc. Si cette épouse est l'épouse-sœur, la pression sur elle est immense. Sa pureté divine doit être validée par un fils. Mais cette pratique même la trahit. Les conséquences génétiques de ces unions consanguines répétées, bien qu'ignorées des prêtres, sont documentées. Les archives historiques font état de princes nés avec des infirmités, des maladies chroniques, des difformités. Ironiquement, la loi de la pureté affaiblit la lignée. Si l'épouse-sœur donne naissance à un enfant fragile ou pire à une fille, son statut sacré s'effondre. Elle a échoué. Pendant ce temps, dans le reste du harem, les 300 autres épouses représentent un bassin génétique diversifié, une assurance-vie pour la dynastie. Le moment crucial survient lorsque l'une de ses épouses secondaires, une femme sans sang divin, accouche d'un fils robuste. À cet instant, cette simple concubine devient la femme la plus puissante de l'Empire. Elle vient de remporter le pouvoir absolu. Elle est la future reine-mère. C'est ce que l'angle original de notre enquête révèle. Le pouvoir ne vient pas du sang sacré de l'inceste, il vient de la survie dans ce champ de bataille silencieux. Mais avoir le fils n'est que la première étape. Le véritable climax est de le garder en vie. C'est ici que les voix censurées, celles des mères, des eunuques et des médecins corrompus, nous parviennent. Le harem est un lieu où l'intrigue, l'empoisonnement et l'assassinat sont monnaie courante. L'enfant nouveau-né devient la cible de toutes les autres. L'épouse-sœur, humiliée par son échec biologique, peut utiliser son influence pour orchestrer la disparition de cet enfant rival. Plus dangereuse encore, les autres mères, désespérées de voir leur propre fils accéder au trône, agissent. Les archives et les témoignages rapportent que les mères empoisonnaient les fils des autres épouses pour protéger leur propre lignée. Ce n'était pas un crime secret, c'était une pratique politique standard. Le harem était un terrain d'entraînement mortel. Et le plus troublant est le témoignage concernant le roi lui-même. Le roi des rois intervenait rarement dans ces guerres intestines. Certains historiens suggèrent que le monarque voyait cette compétition brutale comme une forme de sélection naturelle. Il laissait ses fils être des cibles et ses épouses être des assassins. Seuls les princes les plus astucieux, les plus paranoïaques et les plus impitoyables survivaient jusqu'à l'âge adulte. Ces hommes, qui avaient vu des dizaines de leurs demi-frères mourir empoisonnés avant leurs 20 ans, étaient considérés comme dignes de gouverner. Le climax du système persan est donc cette révélation. L'épouse-sœur, par sa pureté même, est souvent désavantagée. Elle est piégée par une loi religieuse qui entre en conflit avec la réalité biologique. Le véritable pouvoir appartient à la femme qui non seulement donne naissance à un fils en bonne santé, mais qui est aussi la plus impitoyable pour éliminer tous les autres. Les Grecs, horrifiés par ces pratiques, n'ont vu que la barbarie de l'inceste et la décadence du harem. Ils n'ont pas compris ce mécanisme central de contrôle, une fusion calculée de la pureté religieuse et d'une guerre biologique darwinienne où les femmes étaient les armes et les enfants les victimes. Le climax de cette guerre biologique n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Lorsqu'un enfant mâle, né d'une épouse secondaire, survivait au champ de mine des poisons et des complots de la petite enfance, un protocole de vérification se mettait en place. Ce n'était pas une simple formalité, c'était la ratification d'un coup d'État biologique. L'enfant était officiellement présenté, non pas comme le fils du roi, mais comme l'héritier. Les documents officiels, les tablettes administratives de Persépolis changeaient. Des allocations étaient réattribuées. Le budget du harem était réorganisé. La mère de cet enfant, hier simple concubine, voyait son statut transformé. Elle devenait la reine-mère, gagnant un pouvoir absolu.
Elle recevait ses propres appartements, ses propres serviteurs et surtout ses propres eunuques gardes du corps. Sa protection devenait une affaire d'État, car elle n'était plus une femme, elle était la mère du vainqueur. Cette ascension était la conséquence directe de sa survie dans cette arène. Les conséquences immédiates pour les rivales étaient dévastatrices. L'épouse sœur, la gardienne de la pureté divine qui avait été légalement contrainte au mariage incestueux, voyait sa légitimité religieuse s'effondrer face à la réalité biologique. Elle devenait ce que l'angle de notre enquête révèle, une relique. Elle conservait ses titres, son faste, mais elle avait perdu la guerre de succession. Elle était désormais sous la surveillance de sa rivale victorieuse. Pour les autres épouses du harem dont les enfants n'avaient pas survécu, c'était le silence. Leurs histoires, leurs deuils, étaient systématiquement effacés des archives. Parler d'un enfant disparu revenait à accuser la nouvelle favorite, un acte de trahison puni d'exil ou de mort. Le harem, ce champ de bataille silencieux, ne tolérait pas les témoins de ces défaites. Le silenciement systématique était l'outil qui garantissait la stabilité du nouveau pouvoir. L'impact à long terme de ces pratiques intimes façonnait l'histoire politique de la Perse. Le prince survivant, celui qui avait évité le poison de ses tantes et les complots de ses demi-frères, grandissait dans une paranoïa institutionnalisée. Il apprenait le pouvoir non pas par la loi ou la philosophie, mais par la survie. Les témoignages grecs, si prompts à dénoncer la barbarie, décrivent des monarques persans impitoyables, méfiants, rapides à exécuter. Mais ce n'était pas un trait de caractère oriental. C'était la conséquence directe d'une enfance passée à déjouer des tentatives d'assassinat orchestrées par sa propre famille. Le système de sélection du harem ne produisait pas des rois justes. Il produisait des survivants impitoyables, formés à gouverner par la peur qu'ils avaient eux-mêmes subie. L'autre conséquence majeure était la création de la nouvelle reine-mère. La femme qui avait gagné cette guerre devenait la véritable maîtresse du pouvoir impérial. Une fois son fils sur le trône, c'est elle qui prenait le contrôle du harem. Elle devenait la nouvelle gardienne du système. Ayant elle-même survécu au poison, elle savait exactement comment l'utiliser. Elle contrôlait l'accès à son fils, choisissait ses futures épouses et supervisait la prochaine génération de la compétition. Le cycle de contrôle sexuel, de surveillance intime et de rivalité mortelle était ainsi perpétué. La victime devenait le bourreau, assurant la pérennité de la machine qu'il avait créée. Et l'épouse sœur, la loi sur la pureté du sang, l'obligation incestueuse, n'était pas abolie. Elle restait l'idéal religieux. Mais sa faillite biologique, souvent marquée par des difformités ou des maladies génétiques chez ses enfants issus de la consanguinité, créait un traumatisme dynastique. Le roi avait respecté les dieux en l'épousant, mais les dieux ne lui avaient pas donné d'héritier viable. C'est là que le paradoxe atteint son apogée. La pratique même censée garantir la stabilité divine, l'inceste, créait l'instabilité, l'échec de la succession, forçant l'empire à dépendre du système impur, le harem. C'est cette tension, ce secret d'État, que les Grecs n'ont jamais compris. Ils ont vu l'inceste et le harem comme deux preuves de décadence. Les Perses, eux, savaient qu'il s'agissait d'un mécanisme de contrôle unique, où la religion justifiait l'échec et où la biologie couronnait la gagnante. La reine-mère a donc assuré la perpétuation du système. Mais quel est l'héritage durable de cette architecture de pouvoir si particulière ? L'impact le plus profond et le plus dévastateur n'a pas été la consanguinité ou les meurtres dans le harem. L'impact a été la perception de cet empire par ses rivaux. Les Grecs, ennemis jurés des Perses, ont été les premiers à documenter ces pratiques, mais ils ne l'ont pas fait en tant qu'historiens objectifs. Ils l'ont fait en tant que propagandistes. L'obligation pour le roi d'épouser sa sœur, le Gzvaedvadata, fut saisie par des auteurs comme Hérodote, non pas comme un acte religieux complexe, mais comme la preuve ultime de la barbarie orientale. Le harem massif, avec ses centaines d'épouses et ses eunuques, n'était pas vu comme une machine dynastique, mais comme le symbole de la décadence, de la luxure et de l'asservissement, tout ce que la démocratie athénienne prétendait combattre. Cet héritage est un héritage de calomnie. La complexité de ce double mécanisme de pouvoir, le paradoxe entre la pureté religieuse et la nécessité biologique, a été délibérément aplati, transformé en une simple histoire d'horreur exotique pour justifier la supériorité culturelle grecque. Puis vint la destruction physique.
Quand Alexandre le Grand a conquis l'empire achéménide en 330 avant notre ère, il n'a pas seulement vaincu Darius III, il a mis le feu à Persépolis. Cet incendie, qu'il soit accidentel ou délibéré, a été un acte de censure culturelle monumental. Les vastes archives administratives, les textes religieux zoroastriens qui expliquaient la logique de la pureté du sang, les registres du harem, tout a été réduit en cendres. L'héritage persan a été effacé. Ce qui a survécu, ce sont les témoignages des vainqueurs, les Grecs. Nous avons hérité de leur interprétation horrifiée, et non de l'auto-justification persane. La vérité de l'épouse sœur, sa place réelle dans cet échiquier, a été enterrée sous les décombres. Les documents qui auraient pu nous expliquer la psychologie de ces femmes, leur propre lutte au sein de ce système, ont disparu à jamais. Ce qui reste est un héritage fragmenté, mais puissant. L'institution du harem, telle que pratiquée par les Perses, a servi de modèle terrifiant et fascinant pour les empires ultérieurs. L'idée d'un espace clos, politiquement chargé, où les femmes sont à la fois des prisonnières et des acteurs politiques majeurs, a profondément influencé le monde byzantin, et plus tard, l'Empire ottoman. L'obsession du premier fils et les guerres de succession fratricides qui en découlent sont devenues une constante dans de nombreuses monarchies absolues. Mais le secret le plus profond de l'héritage persan reste cet angle original que nous avons exploré, la déconstruction du pouvoir de la reine de sang. La Perse nous a laissé le document caché d'une vérité politique. La pureté idéologique est souvent une faiblesse stratégique. L'épouse sœur, symbole de cette pureté, était une figure tragique, une reine absolue en théorie, mais une cible vulnérable en pratique. Elle était un outil religieux que le système sacrifiait volontiers à la nécessité biologique. Le véritable héritage caché de la Perse, censuré par les flammes d'Alexandre et la propagande grecque, est cette leçon brutale de realpolitik sexuelle. Le pouvoir ne résidait pas dans le sang divin de l'inceste, mais dans la survie impitoyable au sein du harem. Il ne résidait pas dans la loi religieuse, mais dans la capacité à la contourner par la biologie. Aujourd'hui, lorsque nous visitons les ruines de Persépolis, nous ne voyons que des pierres. Mais ces pierres ont été le théâtre d'une guerre invisible, où des centaines de femmes se sont battues, non pas avec des armées, mais avec leur fertilité, leur ruse et leur maîtrise du poison. Elles se sont battues pour le prix ultime, non pas le titre de reine, mais celui de mère du roi. C'est cette vérité, cette fusion de la domination religieuse et de la guerre biologique, qui constitue la révélation la plus troublante de l'empire le plus puissant de l'Antiquité. Cette exploration de la Perse antique est terminée, mais notre voyage dans les secrets de l'alcôve ne fait que commencer. Ce que nous avons découvert aujourd'hui, ce paradoxe brutal entre la pureté divine et la guerre biologique du harem, est la preuve que l'histoire s'est écrite loin des champs de bataille officiels. Ces femmes persanes, qu'elles soient des épouses sœurs sacrées ou des concubines impitoyables, étaient les véritables architectes de l'Empire, utilisant leur corps et leur esprit comme des armes dans un jeu où seule la survie comptait. Si vous ressentez, comme moi, l'importance de redonner une voix à ces femmes que l'histoire a tenté de réduire au silence, votre place est ici. Secret de l'alcôve royale est plus qu'une chaîne. C'est notre espace privilégié pour révéler la vérité censurée. Rejoignez notre communauté de passionnés d'histoire. Abonnez-vous pour garantir que ces révélations exclusives continuent d'être mises en lumière. Laissez un j'aime si cette enquête a changé votre regard sur la Perse. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quelle autre civilisation, quelle autre reine oubliée ou quel autre rituel de pouvoir devrions-nous exposer la prochaine fois. Merci de votre présence et de votre soutien.